Michael Ward a 25 ans. Après avoir obtenu son diplôme au Royaume-Uni, il part directement en mer du Nord où il rencontre Tony Prangley. Tony a 28 ans et comme Michael, il recherche l'aventure et le salaire élevé d'un métier relativement nouveau et dangereux. Michael et Tony sont des plongeurs en saturation en mer du Nord. Le champ pétrolifère de la mer du Nord est une vaste réserve de pétrole et de gaz située dans le bassin de la mer du Nord, entre les côtes de la Norvège, du Danemark et du Royaume-Uni. Il a été découvert à la fin des années 1960 et il est depuis un important producteur de pétrole et de gaz. En 1978, un peu plus de 2000 plongeurs travaillent en mer du Nord. Ils sont payés environ 5 000 $ par mois. En valeur actuelle, cela représente environ 23 000 $ par mois. La rémunération élevée est proportionnelle au risque du métier. Michael et Tony sont à bord du Star Canopus. Le MS Star Canopus est un navire de soutien à la plongée, ou DSV, utilisé dans l'industrie pétrolière et gazière offshore. C'est un navire à positionnement dynamique. Un navire à positionnement dynamique maintient automatiquement sa position en utilisant des propulseurs situés autour du navire. Le système est contrôlé par ordinateur et utilise des capteurs pour fournir des informations à l'ordinateur sur la position du navire. La technologie est conçue pour maintenir de grands navires stationnaires face aux éléments. Elle dispose d'un système de plongée en saturation pour 12 personnes permettant aux plongeurs de travailler jusqu'à 900 pieds de profondeur. La cloche de plongée descend dans un moon pool, une large ouverture dans la coque du navire permettant aux plongeurs d'entrer et sortir de l'eau pendant que le navire reste immobile. Elle dispose d'un hébergement pour 81 personnes et reste en mer pendant environ 45 jours à la fois. Ainsi, Michael et Tony vivent à l'intérieur de l'habitat de saturation, avec 10 autres hommes qui se relaient pour travailler 24 heures sur 24. Le 26 novembre 1978, le Star Canopus est positionné dynamiquement du côté nord-est de la plateforme Beryl Alpha. La plateforme pétrolière Beryl Alpha est une structure fixe en acier située dans le secteur britannique de la mer du Nord, à environ 335 km au nord-est d'Aberdeen, en Écosse. Installée en 1975, elle appartient et est exploitée par Apache North Sea Limited. La plateforme se trouve dans le champ pétrolifère de Beryl, l'un des plus grands de la mer du Nord. La production de pétrole a diminué tout au long de l'année et, avec l'arrivée des conditions hivernales, les travaux sous-marins ont pris du retard. Ils ont du retard à rattraper et une période de temps calme leur donne l'occasion de rattraper une partie du retard. Tony et Michael attendent patiemment, prêts à aller dans l'eau, quand on leur dira. Ils passent le temps à jouer aux cartes et à lire des livres. Lire n'est pas si facile quand votre corps est soumis à une pression aussi extrême, mais les jeunes hommes ont besoin d'un moyen de passer le temps. Ils sont en fait enfermés dans un cercueil, pendant 28 jours avec un groupe d'hommes qui luttent tous pour rester sains d'esprit et passer le temps jusqu'à ce qu'ils puissent retrouver leur famille. Ils travaillent 1 mois sur 2. Le capitaine du Star Canopus, Roy Forsyth, écoute les prévisions météorologiques. Le centre météorologique de Londres a prévu des rafales de 40 nœuds entre 19h00 et minuit. Le Star Canopus n'a qu'1 an, et même si elle dispose de la technologie la plus récente et la meilleure pour l'époque, les limites de son système de positionnement dynamique sont de 18 à 20 nœuds avec le vent frappant son flanc. C'est pourquoi le capitaine Forsyth a mis fin aux opérations de plongée. Le Star Canopus subit des rafales atteignant 40 nœuds à 20h30 puis à 22h45, ce qui l'a fait dériver de sa position. Mais au relève de minuit à minuit, les conditions météorologiques se sont améliorées lorsque le superviseur de plongée Robert Kelly prend son service. Le surintendant de plongée Ed Hammond informe Kelly que le temps s'est amélioré et qu'il faut remettre les plongeurs à l'eau. Kelly dit à Michael et Tony de se préparer. Près de la plateforme Beryl Alpha, où travaille le Star Canopus, se trouve le Hakon Magnus, un semi-submersible norvégien. C'est une plateforme de forage en eau profonde conçue pour fonctionner dans des environnements difficiles comme la mer du Nord. La plateforme mesure 380 pieds de long et 290 pieds de large. En tant que semi-submersible, c'est une plateforme flottante. Lorsque j'enquête sur des catastrophes maritimes et que je reconstitue les derniers instants d'un navire, les bonnes images sont essentielles. C'est pourquoi Storyblocks est devenu une partie essentielle de mon processus de travail. C'est la boîte à outils créative tout en un sur laquelle je compte, réunissant plus de 7 millions de ressources de stock de haute qualité en un seul endroit. Si j'ai besoin de recréer exactement la tension d'une tempête déchaînée, je peux instantanément trouver des séquences de vagues puissantes et les associer au son du vent hurlant pour construire le récit. Et s'il manque quelque chose, j'utilise leurs outils d'IA intégrés.
Avec le montage vidéo assisté par l'IA de Runway, je peux personnaliser rapidement les séquences tout en gardant un contrôle créatif total. Et avec la voix off IA propulsée par Eleven Labs, je peux créer une narration qui correspond à l'histoire. Parce qu'il est conçu pour la rapidité et la simplicité, j'accède à toute la bibliothèque directement dans After Effects et Premiere Pro grâce au plugin Storyblocks. Je gagne des heures chaque semaine, ce qui me permet de me concentrer sur la recherche plutôt que de chercher sur plusieurs plateformes. Storyblocks me donne accès à une immense bibliothèque de ressources, et avec un seul abonnement, je peux télécharger un nombre illimité de contenus. C'est une option incroyablement économique. Pour raconter de meilleures histoires, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code. Vous pouvez obtenir 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée, alors profitez-en dès maintenant. J'ai hâte de voir ce que vous allez créer. J'espère que tout se passera bien. En remplissant ses flotteurs d'eau, elle reste relativement stable dans les mers agitées. Pour maintenir sa position, elle possède d'énormes chaînes d'ancrage qui s'étendent depuis chacun de ses 4 coins. Le vent faiblit et maintenant l'anémomètre oscille entre 15 et 20 en nœud. Kelly confirme avec le capitaine du navire et le superviseur de plongée que la météo est favorable à la plongée et à 02h40, il met à l'eau la cloche de plongée avec Tony Prangley et Michael Ward à l'intérieur. La cloche de plongée descend le long d'un câble de levage suspendu à travers le puits central du Star Canopus. À 03h12, Michael sort de la cloche, ce qui signifie qu'il est dans l'eau. Il doit raccorder un tuyau de 6 pouces au conduit qui achemine le pétrole jusqu'à la plateforme. Tony assiste Michael depuis l'intérieur de la cloche de plongée. Il déroulera l'ombilical de Michael, s'assurera que le gaz circule correctement et surveillera les communications de Michael. Michael repère le tuyau qui dépasse du mur de la base en béton et commence à raccorder le conduit. 8 minutes plus tard, le capitaine Forsyth appelle Kelly au centre de contrôle de plongée pour lui dire qu'un grain approche sur le radar du navire. Kelly ordonne à Michael de retourner à la cloche où il reste assis pendant les 40 minutes suivantes. À 4 heures, Michael reprend le travail. Puis, à 5h45, le vent change soudainement de direction et commence à souffler du nord à une vitesse de 40 nœuds, frappant le Star Canopus sur son flanc, ce qui dépasse la capacité de son système de positionnement dynamique. Le vent arrive presque sans prévenir et, contrairement à une rafale soudaine qui s'atténue ensuite, il commence à souffler à 40 nœuds et ne s'arrête pas. Dans la salle de contrôle, le superviseur Kelly est au pupitre quand un voyant orange s'allume et que l'alarme retentit. Le capitaine Forsyth ordonne au plongeur de revenir à la cloche. Kelly transmet le message à Michael, qui arrête ce qu'il fait et nage jusqu'à la cloche. Dans le sas, il enlève son casque pendant que Tony commence à ranger l'ombilical. En surface, la force du vent pousse le Star Canopus de côté contre un surplomb de la plateforme Beryl Alpha. Le mât du navire se brise et s'écrase sur le pont. Au même moment, le vent repousse le navire en arrière vers le Hakon Magnus. Le capitaine Forsyth retire vite le navire du positionnement dynamique et tente de tourner la proue pour éviter qu'il ne s'écrase contre les pontons immergés du Magnus. Il appuie ensuite sur l'alarme d'abandon de plongée et appelle le contrôle de plongée. Au contrôle de plongée, Kelly attend que Tony et Michael scellent la cloche lorsque l'indicateur rouge d'abandon de plongée s'allume. Le capitaine Forsyth rappelle Kelly pour lui dire qu'il doit ramener les plongeurs dans la cloche. Kelly appelle la cloche et Tony lui annonce qu'ils ont du mal à ramener l'ombilical de Michael accroché à quelque chose dehors. Il ignore pourquoi, mais la trappe reste ouverte tant que l'ombilical n'est pas dégagé. Michael veut sortir pour résoudre cela, mais Kelly refuse. À la place, il dit à Michael de jeter le casque de plongée hors de la cloche en espérant que cela dégagera la ligne et de réessayer, mais cela ne fonctionne pas. Pendant ce temps, Kelly reçoit un message urgent du capitaine Forsyth, lui demandant s'il a commencé à remonter la cloche. Kelly explique le retard et dit qu'il préviendra la passerelle lorsqu'il commencera la récupération. Il dit à Michael et Tony de couper le tuyau, et vite. Pendant ce qui semble être une éternité, la cloche s'écrase contre la base de la plateforme. Tony et Michael coupent le tuyau aussi vite qu'ils le peuvent et scellent la cloche puis préviennent la surface. Dans la salle de contrôle de plongée, Kelly observe Michael et Tony sur le moniteur vidéo pendant que la cloche est remontée. Tony annonce la profondeur tous les 10 mètres secondes. Lorsque la cloche n'est plus qu'à 30 mètres de la surface, Tony se lève soudainement, agite les poings à hauteur d'épaule et crie « Stoppez tout !» Sur le moniteur, on dirait qu'il écoute quelque chose. Kelly fait ce qu'on lui demande. Depuis le poste de contrôle de plongée, il a une vue sur le Moon Pool et remarque un problème. Le cordon ombilical de la cloche et les câbles de guidage du lest ne pendent pas droit à travers le Moon Pool. Ils penchent vers la proue du navire. Le chariot auquel sont suspendus les câbles tremble et vibre violemment. Puis, il perd le flux vidéo des plongeurs.
Le Star Canopus a été poussé sur la chaîne d'ancre du Hakon Magnus. Toutes les lignes reliant le navire aux cloches de plongée sont coupées. Le cordon ombilical de survie, le câble principal de levage et le câble guide du lest, qui constituent leur système de récupération. La cloche, avec Tony et Michael à l'intérieur, tombe jusqu'au fond marin en dessous. Le lest les entraîne rapidement à 90 mètres de profondeur, ils frappent violemment le fond marin. Ils sont secoués mais pas blessés. Ce n'était pas ce qu'ils imaginaient pour leur journée. Leur alimentation en eau chaude coupée, la température dans la cloche chute vite. Michael et Tony sont isolés du navire et doivent désormais agir seuls. D'abord, ils doivent rester aussi au chaud que possible, en évitant de se tenir ou s'asseoir près des parois de la cloche, car elles absorberaient vite la chaleur de leur corps. Ensuite, ils doivent décider s'ils larguent le lest. Leur formation consiste à rester en place et à attendre les secours, mais ils sont isolés. Ils ne savent pas si le navire les retrouvera et ils savent que le navire a aussi ses propres problèmes. Mais s'ils larguent le poids de l'est et remontent à la surface, il est possible que le courant les éloigne du navire et alors ils seraient temps perdus en mer. Ils choisissent de rester sur place pour économiser leur énergie. Si les secours tardent, ils pourront larguer le poids largable et remonter la cloche. Mais Tony et Michael ne peuvent pas larguer le poids car il est verrouillé au cadre extérieur de la cloche. La cloche n'a pas de plateforme, une structure sous la cloche de plongée créant un espace entre la trappe et le fond marin. Ils restent sur place et tentent de se réchauffer. Une heure passe, puis une autre. Ils ont de plus en plus froid. Ils savent que la seule façon de libérer le poids de lestage est de nager dans l'eau glacée. S'ils n'y vont pas rapidement, leur température corporelle ne sera pas assez élevée pour revenir vivants dans la cloche. Alors ils décident d'ouvrir la trappe et de libérer le poids de lestage. Ils dévissent les boulons et ouvrent la trappe vers l'intérieur. Leur cœur se serre. La trappe est bloquée. La cloche repose sur le sable et il n'y a aucune issue. À la surface, un plan de sauvetage est en cours d'élaboration. Il apparaît que la cloche n'a pas de flash stroboscopique, ce qui aiderait les plongeurs à la retrouver dans le noir. Et l'équipage du Star Canopus a retiré le transpondeur de la cloche quelque temps avant la plongée. Un transpondeur est un équipement qui émet un signal pour aider une équipe de secours à localiser sa position. Cela s'est également produit lors de l'accident de plongée du Wild Rake. Je mettrai un lien vers cette vidéo pour que vous la regardiez plus tard. Quand une cloche de plongée est perdue, le navire de soutien à la plongée dispose de plusieurs outils pour la retrouver et la secourir. Mais le Star Canopus a déjà été endommagé et maintenant il lutte contre des vents violents. Il pourrait normalement utiliser le sonar pour chercher un signal du transpondeur de la cloche perdue dans la zone. Mais le transpondeur a été retiré, donc elle a besoin d'aide pour retrouver et récupérer sa cloche perdue. À son secours viennent Intersubfour et l'Uncle John. Intersubfour est un navire appartenant à une société appelée International Submarines. Elle amène un ROV pour rechercher la cloche perdue et elle a une équipe de plongée en saturation à bord. L'Oncle John est une plateforme pétrolière semi-submersible, une version plus petite du Hakon Magnus. Entre le vent hurlant et la navigation autour des chaînes d'ancre du Hakon Magnus, il faut 4h30 pour trouver la cloche. Une équipe de plongeurs descend de l'Intersub 4, ils savent dans quelle zone générale la cloche s'est posée. Les plongeurs doivent maintenant la trouver et guider le câble de la grue jusqu'à elle. Après plusieurs tentatives, ils finissent par fixer le câble de levage. Plus de 13 heures se sont écoulées lorsqu'ils commencent la remontée. La cloche se détache du fond marin et, au moment où elle se libère, le corps inerte de Michael Ward tombe du conduit de la cloche et commence à remonter vers la surface. Quand la cloche arrive à la surface et que le corps de Michael est retrouvé, les deux plongeurs sont morts. Il n'est pas clair s'ils étaient tous les deux morts avant la remontée, mais comme Michael s'est retrouvé dans l'eau, le rapport du coroner indique une mort par noyade, et Tony Prangley est décédé d'hypothermie.